12 familles et un architecte, Bernard Cohn, ont relevé le défi de transformer dans Paris un ancien lavoir en logement. 4 ans et une centaine de réunions ont été nécessaires pour réussir cette reconversion en 1983. Avec mon mari, on a écumé les rues parisiennes. À ce moment-là, on pouvait rentrer dans les fonds de cours. Alors, on partait avec un plan et on coloriait tout le 15e. Enfin, on a fait beaucoup de démarches. Et puis, finalement, je lisais une rubrique dans le Figaro sur les locaux industriels. Et on est tombé sur une annonce pour ce lieu. Et c'était un lieu énorme. Quand on a visité à quelques-uns, on a eu un coup de cœur pour un lierre sur le mur d'entrée qui avait 1 mètre d'épaisseur et beaucoup d'oiseaux. Et le reste était complètement fou. Mais c'est à cause de ce lierre peut-être et du chant des oiseaux qu'on a poursuivi notre projet, alors qu'on a fait tomber le lierre très rapidement lors du chantier. 2 ou 3 familles avaient déjà trouvé un terrain, qui est celui où c'est construit là maintenant, qui était un vieux lavoir, dans un état d'abandon effroyable. Il restait qu'une carcasse, quoi. Mais une carcasse qui, dans Paris, où il y a déjà, ça existe déjà, ça permet de dire que si la structure existe, je peux reconstruire sur le même périmètre. Ce dessin représente le faubourg du Temple, la rue du Buisson-Saint-Louis et une ligne théorique qui traverse de l'un à l'autre. Cette ligne théorique n'existait pas, c'est sûr. Et j'ai pensé qu'il était important d'avoir comme une ligne fédératrice autour duquel pourraient se regrouper les différents logements. C'est pas assez. Et ça impliquait en même temps qu'il fallait retrouver des espaces ou un espace commun. Donc il y avait le cheminement central, un grand espace commun, et également à l'arrière un espace partagé, qui est un jardin. Et au début, une entrée, quoi, quelque chose comme un genre d'entonnoir. Donc c'est de retrouver des lieux d'appartenance qui se greffent sur une ligne directrice. Après, j'ai travaillé sur plusieurs axes. Il y a donc cette première axe qui est un axe relationnel. Il y a un deuxième axe où on se situe actuellement dans cet espace, qui est un axe transversal, qui donne lieu à des petits recoins sur lesquels on peut se mettre. Et pour moi, il y a un troisième axe, qui est l'axe vraiment, on va dessiner du jaune, avec le soleil, du bleu, le ciel. C'est l'axe, un axe éthique, un axe presque religieux, avec l'eau du bassin, le ciel. Et cette convergence se situe effectivement ici dans l'espace où nous sommes. C'était quand même une structure en bois de 1500 mètres carrés. Donc au début on était 5 intéressés, mais on n'était pas assez riches pour se faire des grands lofts. Et donc chacun a ramené des amis. Et la majorité des gens qui sont là, c'était mes amis. Donc voilà, de 5 on est passé à 11 logements. Avec des grands et des petits, on s'est beaucoup chamaillé pour savoir qui était au milieu, qui était en haut, qui était au rez-de-chaussée. Mais il y avait aussi des problèmes d'argent qui faisaient que certains pouvaient acheter plus de mètres carrés que d'autres. Dès le début, j'ai dit, écoute, en tant qu'architecte, je vais amener quelque chose, j'ai une manière de voir, et ma tâche va être, en prenant ces demandes de chacun de vous, de retisser, comme si je prenais un shish kebab, de retisser quelque chose qui va unifier les différentes volontés de chacun. Et ça a été vraiment, je crois, c'est le travail le plus difficile, le plus enrichissant. Avec ce mot anglais de challenge, c'est vraiment un défi intéressant.
En fait, on avait, je dirais, à suivre 3 domaines. Un domaine juridique et, disons, financier. Un domaine technique architectural, et puis un domaine que je dirais de l'échange, du don contre don, de façon à faire en sorte que tout le monde participe, disons, à l'opération. Donc il y avait en quelque sorte trois discours qui se tenaient simultanément dans cette affaire, qui a duré en fait près de 4 ans, avec au début des réunions toutes les semaines et même 2 fois par semaine. Avec un client où il y a 10, 12 familles qui se retrouvent entre eux en dehors des réunions mettons avec moi ou avec l'équipe d'architectes, ce qui se passe, c'est que quand ils se réunissent entre eux, et comme c'est tous des gens qui ont étudié ou le droit, qui ont des affinités avec un tas de sujets, ils reviennent à la prochaine réunion avec des questions pour lesquelles on n'est pas préparé. Et c'est très différent d'une relation avec un client où après un certain temps on commence à parler un langage commun. Là, ça a rajouté une dimension beaucoup, je dirais pas conflictuelle, mais où l'architecte doit être un peu au qui-vive et accepter d'être au qui-vive. Moi, je trouve cette situation-là très enrichissante. Nous étions confrontés à des idées de l'architecte et de son équipe qui étaient très souvent remarquables, mais qui n'étaient pas faciles à traduire dans l'espace, parce que les gens ne voyaient rien. D'où des débats sans fin lors de la conception. Dans la communication qui existe entre l'architecte et les futurs habitants, ce problème de communication est d'établir un langage commun, d'établir un langage que chacun partage et puisse communiquer avec les autres. D'une certaine manière, le dessin a été très important. En ce qui concerne la réalisation, il ne faut pas se leurrer, ce type d'opération, quand on l'amène seul, sans maîtrise d'ouvrage à côté, rencontre des difficultés. Pour nous, comme vous le savez, ça a été le fait que notre entreprise générale ait fait faillite au milieu du parcours et il a fallu s'organiser en conséquence. C'est-à-dire qu'une fois rentré dans la maison, à cette époque-là, on a été amené à travailler avec des amis, peintres, bien sûr, mettre du carrelage, aménager. Moi, je ne savais pas ce que j'allais devenir ou quels étaient mes projets familiaux, j'en avais pas, ça flottait un peu, quoi. Et du coup, je trouve que c'est bien d'avoir des possibilités d'espace séparés. À un moment, je vivais en couple, mais chacun vivait chez soi. Puis après, mon fils aîné a récupéré le studio et il est très content. Bon, il n'est pas très content d'être juste en face de moi parce qu'il n'aime pas trop que je vérifie avec qui il rentre. Mais c'est pas grave, on arrive à s'organiser quand même. Et lui, il est quand même content de venir manger ici plutôt que de se faire la bouffe chez lui. Voilà. Donc, c'est très bien une architecture qui peut bouger. Mais elle bouge aussi parce que les gens s'entendent bien. Bouge pas, on ne pourrait pas faire ça dans une copropriété où on se prête un moment une chambre, où après on la reprend. Voilà. Je pense qu'il y a aussi, dans l'habitat autogéré, il y a quand même une volonté commune qu'il faut vraiment mettre en avant, quoi.